Le bel été Le bel été sur Radio TLA. Eh bien bonjour, les petites vagues du bel été de Radio TLA vont s'en aller. C'est le dernier rendez-vous du bel été sur Radio TLA. Et aujourd'hui on était dans la grande salle pour partager un extrait de Noces de Dominique Brun, qui est notre invitée Nathalie Yockel aujourd'hui. Bonjour Dominique. Bonjour Vincent. Vous êtes accompagnée de Sophie Jacotot qui vous assiste, vous accompagne dans tout ce processus de création. Bonjour Sophie. Bonjour. Bienvenue. On va en parler de cette création, on va parler de ce qu'on vient de voir. C'est maintenant sur Radio TLA. Le bel été, c'est la dernière. Le bel été du TLA. Radio TLA. Tout le budget dans ce jingle. C'est dingue. Bonjour Nathalie Yockel. Bonjour Vincent. On a plein de questions à poser à Dominique Brun et Sophie Jacotot. Et oui, là on sort vraiment d'une séance extraordinaire où on a pu découvrir un processus, en fait une chose en train de se faire. Dominique, avec la compagnie Les Porteurs d'Ombre, vous êtes en résidence au Théâtre Louis Aragon dans le cadre de Territoire de la Danse 2020. Alors il faut dire qu'on a commencé la résidence il y a plusieurs mois. On a failli avoir Le Poids des choses et Pierre et le Loup. Oui. On a failli avoir Les perles ne font pas de collier. Bon, ce n'est que partie remise pour cette saison. Et puis, il y avait en devenir cette pièce qui est en fait une sorte de diptyque qui s'appelle Nijinská, voilà la femme, qui est composée des noces et du boléro. Alors, qu'est-ce que c'est que ce projet ? Alors, ce projet, c'est un projet qui revisite en fait deux œuvres qui ont été créées dans les années 1920. Entre 20 et 30, puisque la première date de 1923, la deuxième, donc Les Noces de 1923 et Boléro de 1928. Alors c'est un projet effectivement que j'initie, mais c'est pas moi qui chorégraphie la danse. La danse est écrite par une danseuse des ballets russes, une ancienne danseuse qui a été formée au théâtre Mariinsky à Saint-Pétersbourg en Russie et qui donc va revenir en France après un retour en Russie d'ailleurs en 1916, va revenir en France pour retravailler avec les ballets russes et prendre une place de chorégraphe, et elle va chorégraphier presque dans la foulée ces deux pièces qui sont en fait toutes les deux consacrées malgré tout aux femmes plus principalement. Alors voilà la femme, cette femme-là, c'est Bronislava Nijinská, qui a pu se cacher un petit peu dans l'ombre de son frère Nijinsky, qui était un grand danseur mythique des ballets russes. Et il y a vraiment l'idée de lui redonner une place. Oui, et peut-être même dans mon propre cœur, si je puis dire, puisque j'ai longtemps considéré que Bronislava était une chorégraphe néoclassique, sans trop bien savoir ce que l'histoire mettait derrière cette catégorie. Ce qui m'a vraiment... Moi, j'ai longuement travaillé sur Nijinsky, Václav Nijinsky, donc le frère de Bronislava Nijinská. À ce moment-là, on distingue l'homme et la femme en Russie simplement par le A ou le I qu'on ajoute au nom de famille. Et en fait, ces deux-là sont de la même famille. Ils sont nés ils sont très gémellaires, ils sont presque jumeaux, ils sont nés à 1 an et demi d'intervalle, je crois. Et elle, en fait, elle a toujours servi presque de matière à modeler les danses de son frère. Et finalement, elle a un peu probablement laissé de côté son propre désir de chorégraphier quand elle a commencé à travailler au sein des ballets russes dans les années 1910. Et puis, donc, elle se remet le pied à l'étrier et là, elle va chorégraphier. Et elle chorégraphie dans la foulée de son frère, c'est-à-dire qu'elle cherche véritablement à prolonger le projet chorégraphique de son frère. Et elle va, à la différence d'avec son frère, nous laisser environ 80 pièces, alors que lui n'en a signé que 4, et puis après, il a sombré dans la folie. Alors là, on est à plus d'un siècle d'intervalle. Non, presque un siècle d'intervalle. Et depuis le mois d'août, en fait, tu es ici avec tous les danseurs de la compagnie pour travailler comment on peut dire, la reconstruction des noces. Est-ce que ce mot convient ? Comment tu appellerais ça ? Moi, j'appelle pas ça j'ai utilisé le mot de reconstruction quand j'ai fait des études de notation, comme c'était l'usage. Et petit à petit, je me suis vraiment dit qu'il y avait un processus de réinvention. Quand on revoyait une œuvre du passé qui n'a pas été comme en musique consignée de manière suffisamment universelle pour pouvoir être lue par un plus grand nombre ou déchiffrée par un plus grand nombre,
Moi, je parle plutôt de recréation, éventuellement de reconstitution, mais là, c'est vraiment une recréation parce qu'il y a un mouvement de relecture de différentes sources et de différentes archives. Et donc, il s'agit pour moi de choisir, en fait, entre parfois ce que disent certaines des archives et parfois ce que nous disent des partitions. Une partition plus récente qui a été établie par Tom Brown en 1985. Mais je pense que Sophie pourrait tout à fait répondre absolument aussi à cette question. Elle va nous parler de son travail, parce que quand tu parles de sources, finalement, les sources, elles sont de différentes natures concernant cette pièce. Oui, tout à fait. Alors pour ce processus de création, on a mené un processus de recherche qui nous a amené jusqu'à Washington, à la librairie du Congrès, où se trouve conservée la collection Nijinská. Et dans cette collection, on a pu ramener une partition musicale, donc la musique est de Stravinsky pour les noces, une partition donc des noces de Stravinsky, annotée par Nijinská, probablement au moment de la création en 1923. Où elle donne donc des indications extrêmement précises sur la danse et où elle propose un découpage rythmique différent du découpage rythmique de la musique. Donc tout ça est annoté. On a également ramené toute une série de carnets en russe qui ont donc été traduits grâce à une traductrice. Des carnets dans lesquels elle consigne et elle détaille tableau par tableau, puisque Les Noces est une pièce en 4 tableaux qui s'inspire donc du thème d'une noce russe, noce paysanne russe. Elle détaille donc le déroulé de cette danse et donc ça a été un appui très fort. On a aussi toute une part d'iconographie puisqu'il y a des photographies qui ont été prises en 1923 et lors des reprises de la pièce, notamment en 1926 à Londres ou à Buenos Aires. Et puis on a toute une série de documents beaucoup plus tardifs, puisque cette pièce, Les Noces, a été reprise par Nijinská elle-même 30 années plus tard, donc dans les années 60. Elle a transmis cette danse à Londres, au Royal Ballet. Puis ensuite, sa fille Irina Nijinská, après la mort de Nijinská, a elle-même remonté cette pièce. Donc on a dans ces archives qui sont à Washington, en fait, des documents qui documentent presque un siècle de travail par Bronislava puis par sa fille Irina autour de cette pièce. Et donc nous, on a toutes ces couches là sédimentées sur lesquelles on peut s'appuyer pour proposer une nouvelle recréation. Donc vous faites vraiment partie d'une chaîne depuis les années 20 en fait jusqu'à aujourd'hui qui n'a jamais cessé finalement. Et c'est quand même pendant 30 ans. Oui, c'est ça. Oui. Donc, ce qui nous permet là de dire que vraiment on redécouvre quelque part les choses. Et donc, il y a donc tout ce travail à la table, un peu comme au théâtre, qu'on fait sans les danseurs. Donc ça, c'est une partie. Là, depuis 15 jours, vous travaillez au plateau avec toute l'équipe des danseurs. Et Sophie a aussi un rôle particulier. On s'est glissé un petit peu pendant les répétitions, et puis on l'a vu tout à l'heure. Qu'est-ce que tu fais, Sophie, avec ton micro pendant que les danseurs dansent? Alors je fais quelque chose qui les soutient et qui leur permet de trouver la précision dans leur rapport musique-danse, c'est-à-dire je compte les contes de Bronislava Nijinská qui diffèrent donc de ceux de Stravinsky. Donc c'est vrai que ça paraît très abstrait ou très étrange complexe. Souvent pour des personnes qui arrivent dans notre processus de travail. Mais voilà, on se passe le micro aussi. Parfois, c'est Dominique qui compte. Et voilà, moi, je compte pour qu'elle puisse avoir l'œil, les yeux libres pour bien regarder ce qui se passe au plateau. Et c'est là que ça a été vraiment très très intéressant de vous voir en train de travailler en fait. C'est passionnant pour nous, pour le public, de voir les différentes étapes. Et je dirais là, c'était donc le second tableau. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un premier tableau, donc la préparation de la noce avec la fiancée. C'est ça. Et là, on change. Oui, on prépare la noce avec le fiancé. Le livret indique qu'on lui peigne ses boucles, comme on a peigné la natte de la fiancée pour la séparer en 2 tresses, c'est un rituel qui suggère qu'effectivement il va y avoir 2 familles. Donc Bronislava ne s'arrête pas véritablement ni au livret, ni complètement à ce que voulait en fait Diaghilev, le directeur des ballets russes, et probablement aussi à ce qu'avait imaginé Stravinsky. Elle se soucie de l'enchaînement des différents
différents tableaux, mais elle a une réponse, on va dire, qui est assez spécifique, qui la place à un endroit d'austérité, d'aridité. Elle considère que le mariage en Russie, à cette époque-là, n'est pas un mariage heureux, c'est pas un mariage d'amour, c'est souvent des mariages arrangés, dit-elle, aussi bien pour l'homme que pour la femme. D'ailleurs, elle ne pointe pas la femme comme étant finalement la victime du mariage, mais les deux jeunes fiancés. Voilà. Donc en fait, cette partie-là, donc le premier tableau, c'est le départ. Donc la préparation et le départ de la fiancée. Le deuxième tableau, c'est la préparation et le départ du fiancé. Puis il y a un troisième tableau où en tous les cas, on voit véritablement s'en aller et la fiancée, et on voit la mère pleurer en fait le départ de sa fille. C'est une danse qui tout d'un coup devient très poignante et qui est extrêmement courte. Je crois que j'ai rarement vu un solo aussi bref, mais qui est véritablement suggéré par l'ambiance musicale que dépose Stravinsky, qui est entre la liturgie finalement, c'est-à-dire presque religieuse, le discours religieux, et en même temps quelque chose d'extrêmement païen et grivois et gai aussi dans la manière dont ça circule entre les chanteurs. Enfin, il y a même des moments assez drôles où ils considèrent que les hommes, justement, quand ils accompagnent le fiancé, ils sont bourrés, donc ils parlent des bourrés, ils sont bourrés parce qu'ils ont trop bu, quoi. Et donc ils font une danse un peu saoule. Voilà. Mais par ailleurs, la danse reste très, très, très abstraite. C'est-à-dire qu'elle ne nous raconte pas l'anecdote. On le disait déjà pour Nijinsky, il y a une stylisation du geste. Et j'ai eu beaucoup de mal à comprendre quand on lisait les archives ce que pouvait vouloir dire cette notion de stylisation du geste. Et en fait, je pense qu'il y a un très bon exemple que Bronislava a cité à sa fille Irina. Elle disait que finalement, elle avait mis ses danseuses sur pointe parce que les pointes figuraient le tressage de la tresse, ce qui est déjà une manière de styliser quelque chose de ce rituel. Mais en plus, elle posait la question du mariage comme d'un moment sexuel qui pouvait être un moment où il y avait véritablement une jeune vierge à qui on perçait l'hymen. Voilà. En tout cas, merci de nous avoir ouvert les portes de la création en cours. Ce sont des moments vraiment rares et extrêmement précieux pour nous, pour le public. J'ajouterais que même si presque un siècle nous sépare de la création, on a vraiment l'impression, le sentiment d'un choc esthétique toujours qui perdure. C'est presque un sortilège. Je ne sais pas comment ça peut être encore possible. Et aussi un choc vis-à-vis de ce que nous transmet, du propos que nous transmet Bronislava et ce que tu nous transmets à travers elle. Donc merci beaucoup. On n'en a pas fini parce que là, voilà, c'est encore en cours. C'est bientôt terminé. Pour nous, ce sera le 12 décembre. 12 décembre, ouais. Et il y a aussi, on en parlera peut-être le 12 décembre, on refera une émission. Il y a la notion de tableau vivant que tu rajoutes, qui est vraiment une invention à toi. Donc on a hâte de découvrir cet aspect-là qu'on n'a pas encore vu. Je voudrais simplement, avant de conclure, remercier Sophie Chakotto d'être à mes côtés, Céline Chouffeau et puis aussi les danseurs que vous avez vus cet après-midi, qui sont véritablement les hommes. Mais il y avait Caroline Baudouin et Anne Laurent qui se glissent dans une distribution d'hommes. Je remercie vraiment tous les danseurs qui étaient avec nous et qui sont venus nous prêter main forte et qui ont eu ce don généreux, qui ont permis de voir aux spectateurs ce début des répétitions. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci Dominique Brun. Merci Sophie Chakotto. On se retrouve donc le 12 décembre pour le spectacle Nijinska Vole à la femme. Ce sera au Théâtre Aragon et c'est dans le cadre du Festival d'automne à Paris. Aussi. À la rentrée, Nathalie, 19 septembre aussi 3D. Bien sûr. Un grand Radio TLA. Qu'est-ce qu'on verra aussi à 3D? On verra un extrait des noces, me semble-t-il. Oui, au cœur du parc de la Poudrerie, un autre écrin pour la danse de Bronislava Nijinska. Ça va être très bien. Merci beaucoup, très belle journée, à très bientôt.